Pourquoi tu essayes de me check? Pourquoi? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau Girl Talk qui va être assez spécial parce que d'habitude quand je fais des Girl Talk, je pose une problématique, un sujet et puis après je blablate. Mais là, je vais faire les choses de manière différente parce que j'ai décidé de réagir à l'émission de télé-réalité Love is Blind et la saison 2. Donc sans plus tarder, c'est parti parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je pense que vous connaissez l'émission Love is Blind. En fait, le concept, je vais expliquer très rapidement. Ce sont des célibataires qui apprennent à se connaître dans des isoloirs sans pouvoir se voir, et la seule manière de pouvoir se voir s'ils tombent amoureux, s'ils ont un crush, c'est de faire une demande en mariage. Une fois que la demande en mariage est acceptée, ils peuvent se voir, ils partent en lune de miel. Après ça, ils vivent ensemble un certain temps en préparant le mariage, en apprenant plus à se connaître hors des isoloirs et hors de cette ambiance de lune de miel. Et par la suite, il y a le mariage, et lors du mariage, ils ont la possibilité de dire oui ou non, et tout cela se fait en un mois seulement. Alors dans un premier temps, pourquoi je ne réagis pas à la saison 1? Tout simplement parce que contrairement à la saison 2 qui était un mess total comparé à la saison 1, je trouve que la saison 1 était assez manichéenne, assez édulcorée. Alors sans doute que c'était la réalité, alors que la saison 2, disons que c'était pas du tout et du n'importe quoi, mais comme je dis, un mess. Cependant, on a été face à des réalités que l'on peut rencontrer quand on rencontre quelqu'un, quand on se marie, quand on vit avec quelqu'un, et face à certaines difficultés. Donc pour ce faire, je vais réagir couple par couple, donc n'hésitez surtout pas à mettre votre avis en commentaire. Sachez que c'est juste mon avis et que je vais rester respectueuse dans ce que je vais dire. Le premier couple, Salvador et Mallory, j'ai pas grand chose à dire sur eux, même si on pourrait dire beaucoup de choses parce qu'il y a eu un triangle amoureux avec un autre couple, et ce couple là, j'ai énormément de choses à dire. Mais ce que je pourrais dire en fait par rapport à ce couple, c'est que faites attention quand vous pensez que quelqu'un est acquis parce que selon vous, vous êtes plus belle ou que vous avez une meilleure situation. Quand vous tombez sur quelqu'un qui est gentil, qui est là pour vous, qui vous soutient, qui vous, en fait, vous traite presque comme une princesse et vous soulève vers le haut entre guillemets, n'essayez pas, surtout en tant que femme, de prendre le pied sur cette personne là. Il faut savoir en fait que même si on veut être considéré des fois de manière générale comme des êtres non binaires, c'est à dire que voilà, qu'on soit homme ou femme, mâle ou femelle, on est tous des êtres humains et on n'a pas de sexe entre guillemets. Il faut savoir qu'un homme va avoir son orgueil et un homme va avoir sa tolérance. Du coup, quand vous avez un homme comme Salvador qui donnerait tout pour vous, vous traite comme une princesse malgré vos erreurs qui peuvent être des fois très dégradantes à prendre en tant qu'homme en fait, par rapport à un autre homme, parce que là on parle de jarrette pour le coup. N'essayez pas de prendre un pied sur la personne parce que le jour où la personne va se réveiller, c'est pas forcément le jour où vous y attendez, et ça peut faire très mal. Et c'est ce qui s'est passé dans ce couple là, dans le sens où j'avais vraiment l'impression que la personne qu'on pensait être au pied de l'autre personne et qui semblait ne rien voir, qui était tout le temps dans l'émotion, s'est réveillée et a dit non lors de la cérémonie de mariage. Un peu bizarre, mais en tant que femme, parce que je parle en tant que femme étant donné que j'en suis une, j'ai l'impression que quand on se trouve en face d'une personne qui certes n'a pas l'air d'un mâle alpha, vous savez, n'est pas mais qui est gentil, qui est doux, qui est câlin, qui est prêt à tout pour vous, vous voulez le traiter mal, alors que les lions à côté qui vous traitaient mais n'importe comment, vous aurez été prête à leur donner tout, vos reins, vos pieds, votre cœur, vos poumons, tout.
Donc vraiment faites attention, et c'est ma première conclusion pour ce premier couple. Deuxième couple, il s'agit de Daniel et de Nick. Alors il faut savoir que ce couple là m'a pas tellement marqué, dans le sens où c'est vrai que je ne me reconnaissais pas dans ce couple là. Ils formaient un couple plus ou moins toxique parce qu'il y avait beaucoup d'insécurité de part et d'autre. Cependant, j'aimerais parler du cas de Daniel en tant qu'être humain, en tant que femme. Surtout, je me suis beaucoup reconnue en elle et en ses insécurités, surtout que toutes les deux nous sommes des anciennes obèses. Déjà, pourquoi je me suis retrouvée en elle? Tout simplement parce qu'elle fait des crises de panique depuis son adolescence. Et moi, vous savez que depuis la perte de mon premier enfant, je fais des crises de panique, tachycardie. Des fois, je peux même avoir l'impression de mourir et de tomber par terre. C'est pour ça qu'il y a certaines boissons comme le coca, des choses qui vont stimuler le cœur. Je vais éviter d'en consommer. Et il faut savoir que dans la sphère du dating, même si ça paraît vraiment improbable, ça peut poser beaucoup de problèmes, dans le sens où quand vous êtes en face d'une personne qui ne comprend pas cette pathologie, parce que c'est vraiment une pathologie, le fait de faire des crises de panique, des attaques de panique, et on appelle ça le syndrome panique, ça peut vraiment être très handicapant dans la vie de tous les jours. Moi, quand j'ai commencé à faire des crises de panique, c'est vraiment ma maman qui pouvait me calmer avant que je mette en place des techniques afin de me calmer et afin que la crise ne prenne pas le dessus sur moi. Par exemple, ici, ça m'est déjà arrivé d'en faire plus ou moins, j'en ai fait 2. Et j'étais en présence de mon chéri qui a su plus ou moins me calmer, mais il m'est déjà arrivé de commencer à sentir la crise venir, et j'ai fait des techniques que j'ai mis en place afin que la crise ne prenne pas du coup le dessus. Et quand vous êtes face à une personne qui ne comprend pas ce qui vous arrive, ça peut vraiment être très handicapant, et ça peut même tuer votre couple parce que c'est une maladie. Deuxième chose, les insécurités en tant qu'ancienne femme obèse dans la sphère du dating, parce qu'il faut savoir qu'elle a perdu 35 kilos. Alors moi personnellement, ça m'a beaucoup parlé, dans le sens où c'est vrai que en tant qu'ancienne obèse, personnes qui ont glow up entre guillemets, on a un petit peu cette image de personnes qui ont maigri et qui ont vraiment très confiance en eux, parce que c'est vrai qu'on est là, on en parle, on raconte nos histoires, on raconte notre histoire, notre vécu, la story time, le storytelling de cette perte de poids, mais également on en est fier, on prend des photos, on campe, on rentre un peu plus le ventre que de raison du cou. Et c'est vrai que les gens ont l'impression que on est des personnes qui ont repris confiance en nous à fond, et qu'on n'a pas forcément toujours des insécurités. Il faut savoir qu'en tant qu'obèse, on a cette grande peur déjà de reprendre du poids, parce que ça ne veut pas dire que tu es ancienne obèse que tu ne peux pas redevenir obèse. Oui, et on se dit que est-ce que si on rencontre une personne et qu'on est comme ça, et que par la force des choses, par rapport à une grossesse, maladie, laisser aller, surtout quand vous êtes en couple, on a ce qu'on appelle le relationship weight gain, c'est-à-dire que quand vous êtes en couple, vous êtes là, vous mangez, vous allez au restaurant, vous mangez devant l'ordinateur, vous mangez devant la télé, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Et disons que quand vous êtes dans un processus où vous êtes à deux et que la personne n'est pas à fond dans la perte de poids, ou n'a pas une hygiène de vie clean, où la personne elle est peut-être bodybuildée et tout, mais qu'elle n'a pas besoin de faire autant d'efforts que vous pouvez reprendre du poids. Et on a toujours cette insécurité déjà de se dire, et si je reprends du poids, je vais me sentir mal comme avant, je vais pas avoir confiance en moi, je vais me sentir mal, etc. Mais est-ce que si je reprends du poids, ne serait-ce qu'un petit peu, pas forcément tout le poids que nous avons perdu, est-ce que la personne va toujours m'aimer? Et c'est vraiment une insécurité qu'elle a verbalisée dans le show, et qui m'a le plus marqué avec ce couple là, dans le sens où c'est vrai que on tombe amoureux de la personnalité, mais il y a tout ce qui va être attrait physique en fait. Il faut pas mentir que quand on est avec une personne, certes on tombe amoureux de sa personnalité, de sa manière de faire, de sa gentillesse, en tout cas pour moi, de sa gentillesse, sa tendresse, le respect, etc. Cependant, il y a le physique
qui rentrent en compte, et il y a certaines personnes, et d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, où le physique est très important. Il y a des hommes ou des femmes d'ailleurs qui sont capables de quitter leur compagne ou leur compagnon à cause du fait qu'ils aient trop pris de poids. Et donc n'hésitez surtout pas à me dire, vous du coup, si vous quitteriez votre compagnon ou votre compagne, si elle prend trop de poids ou si elle maigrit trop, au contraire, parce que moi je parle de prise de poids étant donné que je suis une ancienne obèse, mais n'hésitez surtout pas à me dire. Moi personnellement, autre couple, Aliana et Jared, couple qui m'a surpris parce que je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient se dire oui le jour de la cérémonie, et au-delà de ça je ne pensais vraiment pas que ça allait durer, parce qu'il y a une doudou qui m'a dit qu'il faut savoir que l'émission elle a été tournée il y a 1 an, donc ça fait qu'ils sont restés 1 an minimum mariés. Et franchement c'est vraiment un couple qui m'a fait mal au cœur pour Aliana, parce que c'est vraiment... c'est juste une pépite en fait, une boule d'amour qui est juste super mignonne. Elle me donne un petit peu des vibes de Holberry avec sa coupe courte. Je la trouve vraiment juste magnifique. Cependant, en fait avec Jared, j'ai pas trop accroché, dans le sens où de toute façon si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà regardé, quand ils étaient dans l'isoloir en fait, il parlait à Mallory et à Aliana, femme avec qui il est marié actuellement. Et déjà je n'aimais pas trop sa manière de s'exprimer avec Aliana, dans le sens où j'avais l'impression que avec Mallory en fait il était vraiment plus, voilà, à la courtiser, à la séduire. Et moi personnellement en tant que femme, j'aime bien être courtisée, j'aime bien être séduite, j'aime bien qu'on prenne soin de moi, j'aime bien que voilà, être la doudou quoi. Alors que j'ai vraiment eu l'impression que, comparé à Mallory, pas au sens propre que je vais vous dire dans un instant, que ses interactions avec Aliana c'était plus en mode bro sans être bro, bro dating, bref. Et j'ai vraiment pas apprécié ça, et ça m'a fait penser un petit peu au colorisme. Il faut savoir que le colorisme existe dans une même communauté, mais il existe de manière globale aussi. Et il faut savoir que les femmes noires sont dans la sphère du dating, quand elles sont courtisées ou quand elles sont traitées dans une relation, sont les femmes les moins considérées et les moins bien traitées. Et ça m'a vraiment trigger, ça m'a vraiment donné ce genre de vibes quand ils étaient dans l'isoloir. Mais le summum, c'est quand en fait il a demandé en mariage dans l'isoloir Mallory, qu'elle a dit non, ok, et que quelques temps plus tard, quand je dis quelques temps plus tard, je pense que c'était le lendemain ou peut-être quelques heures plus tard, il a demandé à Aliana, et en plus la fille a accepté en sachant qu'il n'y avait pas de gap, il n'y avait pas de... il n'y a pas, voilà, un gros temps qui s'est passé entre les deux demandes, et que le type l'a informé. Au moins il a été honnête, on peut lui laisser ça, même si j'aime pas le move du tout. Mais elle, je ne comprends pas comment en tant que femme tu peux accepter d'être un second choix. D'ailleurs lors de la réunion, j'étais vraiment pas d'accord avec Vanessa, du coup la co-présentatrice de son mari, en disant que voilà, on est tous le deuxième choix de quelqu'un, dans le sens où elle s'est mariée avec Nick, mais qu'elle était la deuxième femme. Non, 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 non. Tu es la deuxième femme, tu n'es pas le second choix. Je veux dire, voilà, ton mari il a demandé une première fois en mariage quelqu'un, il a vécu son mariage, il a divorcé, et après il t'a demandé en mariage toi après votre relation, et après vous vous êtes mariés et vous vivez votre mariage. C'est pas que il a demandé en mariage quelqu'un, la personne a dit non, quelques heures ou quelques jours plus tard il te demande en mariage toi, alors qu'ils vous fréquentez toutes les deux. Et pour moi ça marque vraiment une grande insécurité pour Aliana. Et il faut savoir qu'elle a dit, elle a verbalisé que c'était l'un de ses points faibles, parce qu'elle avait l'impression que dans sa vie elle était toujours le second choix de quelqu'un. Et moi personnellement je pense que ça risque ou peut-être que ça a déjà eu lieu pendant leur mariage, parce qu'ils en ont pas parlé. Il faudrait que je regarde les interviews s'il y en a qui sortent
entre-temps, ça peut l'affecter dans le sens où la base de leur relation, de leur mariage, c'est qu'elle a été un second choix par rapport à une fille qui checkait en même temps qu'elle. Et que en plus de ça, je vous dis, il y a le facteur colorisme. Donc tu n'as pas pu être avec la latina parce que la latina t'a dit non. Donc tu te mets avec la fille noire qui t'a dit oui. Et ça, comme on a vu dans l'émission, ça peut leur porter préjudice dans le sens où le monsieur en question, franchement j'arrête, t'es mon frère, cependant je ne te porte vraiment pas dans mon cœur en tant qu'homme. C'est un homme qui va garder des contacts avec ses ex, des cadeaux de ses ex. Moi personnellement je ne suis pas du tout pour ça, à part quand il y a des enfants. Ok, et même quand il y a des enfants, faites attention quand vous rentrez dans une relation où la personne a des enfants. Et moi-même je vous parle, je suis dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas le père de mes enfants. Moi personnellement je ne valide pas du tout ça. Moi je ne parle à aucun de mes ex, j'ai gardé aucun cadeau de mes ex. Laissez-moi réfléchir. Les seuls cadeaux que j'ai là actuellement, c'est les cadeaux de mon chéri là actuellement. Pour moi c'est pas possible ce genre de move, surtout que tu ne peux pas te le permettre, comme ta femme a été de base un second choix. Et c'est la chose à moi qui m'a marqué pour ce couple. On va commencer par le couple de Dipti et du Gouja. C'est comme ça qu'on va le surnommer parce que vraiment ce type d'homme là, c'est vraiment un Gouja. Et la première conclusion que j'aimerais vous dire, et je vais vous expliquer pourquoi je vous le dis: when someone is showing you his or her true colors, believe them. Believe them. N'essayez pas en fait, quand il y a une personne qui vous montre en fait sur quoi elle est, n'essayez pas d'aller chercher la nature profonde de la personne, deep down dans le cœur de la personne, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose. Il faut savoir que à part des gens qui sont totalement sur une autre planète et qui sont fous, même si on est mauvais, même si on est bon, on aura une part de bonté et une part en fait par rapport à notre histoire ou notre personnalité qui fera qu'on est attachant, qu'on est bon, qu'on a ce petit truc en fait. Cependant, quand quelqu'un vous montre sur quoi elle est, surtout les filles, croyez la personne. Quand la personne vous fait comprendre je suis un bad boy, sachez que la personne est un loulou et que la personne ne va pas se comporter comme un gentleman ou comme le gendre idéal. Quand une personne vous fait comprendre que elle n'est pas avec vous pour des histoires de couple, mais juste pour des parties de gymnastique de chambre, croyez-la. Ne pensez pas que parce que la personne, à part si elle vous a verbalisé ça, parce qu'il existe voilà, des personnes qui ont commencé dans une sphère qui était non sérieuse et finalement ça a fini par un couple. Mais quand la personne vous verbalise ça d'entrée, quand vous posez la question à plusieurs reprises et qu'elle vous redit ça quand vous avez des discussions sérieuses, n'essayez pas de chercher midi à 14 h, ok? Quand la personne vous fait comprendre qu'elle n'est pas sur vous, n'allez pas chercher plus loin. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos Girl Talk par rapport à la couleur de peau, quand il y a un homme qui vient m'approcher, enfin à l'époque quand j'étais célibataire, et que la personne me fait comprendre que en fait lui il est sur les chabines, sur les coulis, sur les blanches, sur les asiatiques, alors qu'on est dans une sphère où on apprend à se connaître, où on se gère entre guillemets. Je te séduis, tu me séduis, on doit se séduire, et que tu essayes de me faire comprendre que de base je suis pas ton type de femme. Tu peux garder ça dans ta tête, tu peux le penser, tu n'es pas obligé de verbaliser ça. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la pensée, les filles. Quand on pense quelque chose qui est une vérité, mais que dans une situation ça peut être déplacé, malvenu, on garde ça dans sa pensée. Si la personne commence à verbaliser ça, c'est qu'elle cherche à vous amener dans un terrain où vous allez être dans l'insécurité la plus totale. Et là je prends la couleur de peau, mais je pourrais très bien parler de corpulence. Tu commences à date une fille qui est bien en chair, qui est bien costaud, puis tu lui verbalises le fait que toi normalement tu dates que des skinny, mais en fait pourquoi tu essayes de me check?
pourquoi. Et vous savez, ce genre de technique, c'est pour prendre l'ascendant sur vous, dans le sens où vous allez vous dire dans votre tête déjà que peut-être vous avez des insécurités. Aïe mon Dieu, j'ai quand même la chance de sortir ou d'être en couple, ou que cette personne là me check alors que normalement je suis pas son style de fille. Et là, c'est là en fait où vous allez être carrément dans le rouge, dans le sens où la personne va prendre un pied sur vous. Bref, ça c'était la première conclusion. Quand quelqu'un vous fait comprendre qu'elle est sur quelque chose, ou que voilà, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, ce qu'elle dit également laisse transparaître quelque chose de sa personnalité, croyez-le. Et c'est ce qui s'est passé avec Sheikh, hein. J'avais même oublié son prénom, tellement c'est pour ça que je l'ai surnommé le Goujat, parce que des fois il y a des personnes qui sont mauvaises, mais il y a des fois vous devez prendre votre part de responsabilité. C'est différent que quand une personne elle vous fait croire monts et merveilles et que finalement c'est l'enfer. Là la personne elle vous dit sur quoi elle est. Et Sheikh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, il a montré sur quoi il était d'entrée. Quand il était en train de discuter du coup avec les filles dans l'isoloir, ça se voyait que c'était quelqu'un qui avait certaines attentes au niveau du physique, alors qu'on est dans Love is Blind. Lui-même a dit après la réunion, aïe aïe aïe, lui c'était son attente, c'était pas Love is Blind, donc l'amour est aveugle, mais plutôt Love is blurry, c'est-à-dire l'amour est trouble entre guillemets. Et quand on y pense, il l'a dit avec force et conviction à la réunion, aux retrouvailles. Cependant, c'est pas une surprise, parce que d'entrée il était sur ça. D'entrée il a fait comprendre que son type de femme c'était ça. Donc ne soyez pas surprise. Et quand vous êtes dans des cas comme ça, il ne faut vraiment pas aller plus loin, dans le sens où je pense que Deep, elle a commencé justement à tomber deep in love de lui, malgré que le type lui a fait comprendre que déjà elle n'était pas son type de femme, qu'il a verbalisé ça en amont à d'autres personnes, et que surtout c'était dit de manière édulcorée. Donc imaginez-vous ce que le type a dit. Et moi ça m'est déjà arrivé que, bref, ce genre de situation, ça m'est déjà arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Sheikh s'est comporté comme ça, dans le sens où il y a quand même une part de colorisme qui parle. Il faut savoir que le colorisme, comme je vous ai dit, existe de manière globale, mais aussi dans des communautés, et ça existe dans des communautés qui ne sont pas de la communauté noire. Et là du coup là on parle de la communauté indienne. Il faut savoir que dans la communauté indienne, les femmes qui sont considérées comme les plus jolies sont des femmes qui vont avoir les cheveux lisses, qui vont être très claires de peau, qui vont avoir les yeux clairs si possible. Et même si Deep est une très belle femme, elle ne fait pas partie des canons de beauté de la communauté indienne, selon les standards de la communauté indienne en fait. Je pense qu'également il y a une part de self-hate, comme on dit en anglais, parce que vous savez, des fois il y a des personnes qui ne veulent pas dater dans leur communauté, mais c'est plus parce qu'ils se détestent eux-mêmes qu'autre chose. Après c'est vrai qu'il y a le facteur préférence, et par exemple voilà, dans la communauté noire il y a des gens qui sont plus attirés par les blancs, par les asiatiques, par les latinos. Oui, je suis d'accord, mais c'est différent que des personnes qui souffrent de self-hate, qui rejettent leur vis-à-vis parce qu'ils se rejettent eux-mêmes car ils ne s'aiment pas. Je pense qu'il y a cette part là, et je pense qu'il devrait travailler sur ça. Et dernière chose que j'aimerais dire, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur, c'est toute la solidarité féminine qu'il y a eu autour de Deep en fait, que ça soit de manière globale, téléspectateurs et tout. Également deux personnages qui sont importants pour moi par rapport à ce soutien, et disons que par rapport à leur culture, peut-être sans doute que ça aurait été quelque chose qui ne se serait pas passé. Par exemple si ça serait passé en Inde, je pense pas que ça aurait si bien fini que ça, dans le sens où déjà dans un premier temps elle était soutenue par la maman de son futur mari, qui a fait comprendre à son fils que non, cette fille elle ne mérite pas du 40%, du 30%, elle mérite du 100%. Et quand elle a dit non, qu'elle a dit que voilà, I'm choosing myself, que sa maman
maman la rejoint. Il faut savoir que dans des cultures où ça peut être un petit peu d'un genre, ça peut ne pas se passer comme cela. Cette saison ça a vraiment été fou, je vous dis. Du coup les deux derniers couples, Kyle et Shaina, qu'est-ce que j'ai retenu d'eux? C'est par rapport à la différence religieuse, même si je pense que Shaina, elle n'avait pas une si grande connexion que ça avec Kyle, dans le sens où elle fait partie d'un triangle amoureux avec le dernier couple dont on va parler. Franchement, celui-là, bref, même si ça va être très rapide parce que leur couple n'a pas fait long feu, ils n'ont même pas passé les lunes de miel ensemble. Il a juste rencontré la famille de Shaina, Kyle. Mais ce que je pourrais dire, et en plus je pense qu'elle n'était pas du tout sincère parce que la personne qu'elle voulait c'était Shane, mais ce que je pourrais dire par rapport à ce couple là, c'est que là on a été face en partie, parce que comme je vous ai dit, il y a un manque de sincérité totale pour moi vis-à-vis de la fille, à un couple où il y a une différence religieuse. Et là c'est vraiment une différence religieuse radicale, en tout cas différence de croyance, dans le sens où lui était athée, elle était chrétienne. Après chrétienne avec des guillemets, dans le sens où pour moi le comportement qu'elle a eu, en fait c'est pas que c'est pas digne d'une chrétienne, mais elle a vraiment fait beaucoup d'erreurs. Déjà qu'il y a certaines personnes de certaines religions différentes où ça ne passe pas déjà en termes voilà, de règles par rapport à la religion, mais même s'il n'y avait pas de règles dans la religion, disons que les croyances et les coutumes sont tellement différentes que ça ne peut pas coller dans la vie de tous les jours. C'est à dire que le théorème peut coller dans le sens où la religion finalement c'est le respect, l'amour, l'harmonie, des choses comme ça. Cependant quand on rentre dans la sphère du concubinage, du couple, de la famille, ça ne colle pas. Mais là on n'est même pas face à ça, on est face à quelqu'un qui ne croit pas du tout, qui ne croit en rien et qui est très rationnel, c'est-à-dire 1 plus 1 est égal à 2, à quelqu'un qui est dans la religion. Et clairement moi c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème, les problèmes de religion dans le couple, et je suis contente d'ailleurs, même si c'était pour d'autres raisons, qu'ils ne sont pas restés ensemble, dans le sens où la religion c'est vraiment quelque chose de sacré. Pour moi ça va au-delà de tout, et on ne peut pas convertir une personne à croire en quelque chose auquel elle ne croit pas, et tu veux la convaincre de croire. Parce que vous savez, il y a certains couples qui ne sont pas forcément d'accord sur des points, que ce soit la religion ou autre, cependant ils ont le respect de se dire on n'est pas d'accord et on reste ensemble tout en ayant nos convictions religieuses ou autres, chacun de notre côté. Mais dans ce couple en fait, c'est chacun devait convertir l'autre, et moi ça me fait penser des fois à certains couples où en fait l'un doit se convertir à la religion de l'autre afin d'être en couple, afin de se marier, et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible, dans le sens que même déjà au niveau de Dieu c'est un tour d'entourloupe en fait, dans le sens où tu n'y crois pas vraiment, mais pour te marier tu fais semblant d'y croire. Tu peux duper le peuple mais tu peux pas duper Dieu, parce que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc partant de ce postulat, je n'arrive même pas à m'exprimer. J'avais déjà fait une vidéo il y a fort longtemps par rapport à ça. Pour moi, si vos religions et votre comportement ne vous permet pas de vivre en harmonie, tout en croyant en fait chacun vos convictions sans à convaincre l'autre, vous n'avez rien à faire ensemble. Et dernier couple, Natalie et Shane. Et personnellement je ne pensais pas voir la fin de leur couple dans Love is Blind, dans le sens où c'est pas que je ne portais pas leur couple dans mon cœur, mais je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait beaucoup avec ce couple, dans le sens où j'avais l'impression que Nathalie elle était presque marrée par le type, dans le sens où elle
J'ai l'impression qu'elle le voyait d'une certaine manière et que nous on le voyait d'une autre manière, mais gloire à Dieu, il s'est passé quelque chose selon moi et ils n'ont pas fini ensemble. Dans le sens où déjà Shane, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'insécurité. Quand vous avez beaucoup d'insécurité comme ça, et moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'insécurité, ça peut être très difficile à supporter. Moi je sais que il y a quelques temps, ouais, il y a un petit moment en couple, j'aurais été très difficile à supporter. Le moment où j'étais comme ça, j'étais en couple d'ailleurs, mais j'étais pas dans un couple où je pouvais exprimer ces insécurités en fait, et même si je les exprimais, c'était voilà. Mais quand vous êtes dans une relation où vous avez la place pour exprimer vos insécurités, au bout d'un moment, voilà, vous voyez les personnes qui sont trop jaloux, qui sont parano, qui n'ont pas confiance en eux, et des fois même ça donne lieu à de la violence. Ça peut être très compliqué à gérer. Toujours rassurer la personne, toujours voilà, être collé à la personne, alors que oui, on est en couple, on s'aime, cependant j'ai ma vie, t'as ta vie. Même si on vit ensemble pour certains couples, t'as ta vie, j'ai ma vie. Le souci avec Nathalie, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'elle voyait Shane d'une certaine manière, mais en fait j'ai pas l'impression qu'elle voyait la même chose que nous, parce que malgré que je lui donne le bénéfice du doute par rapport à ses insécurités, parce que les insécurités des fois peuvent venir de traumas assez profonds et de certains traumatismes, j'ai vraiment l'impression que Shane est un individu qui est violent. Son regard, ses expressions faciales me fait penser à quelqu'un peut-être qui n'est pas stable psychiatriquement, ou quelqu'un qui consomme certaines substances et qui pourrait être potentiellement très violent, et en fait j'ai vraiment l'impression qu'il a dû être violent avec elle, parce qu'elle a dit une phrase au mariage, lorsqu'elle a dit non, que quand son papa l'a amenée à l'hôtel, et même de manière générale avec son papa, elle se sent en sécurité, elle se sent confortable, elle se sent apaisée, alors que face à Shane, elle avait peur, elle était angoissée et elle ne se sentait pas en sécurité. C'est ça qui m'a fait dire que peut-être, sans doute, il a été violent, même si ils n'ont rien confirmé, ils n'ont rien affirmé. Et si c'est le cas, en fait, dans leur cas, par rapport à ce qu'elle a dit au mariage et ce qui s'est passé, quand vous êtes avec quelqu'un qui a été violent avec vous, ne cherchez pas midi à 14 h pour vouloir régler la situation par la suite en faisant comprendre oui, on a beaucoup de problèmes, il faut régler les problèmes. La seule chose à faire quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, il faut fuir le plus rapidement possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et à me dire si vous voulez que je réagisse à l'émission Love is Blind Japan, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire aussi, surtout que les interactions sont différentes au Japon et que je fais une licence en japonais. N'hésitez pas à liker, commenter comme je dis cette vidéo, et à vous abonner. Moi je vous fais un gros bisou, je vous dis à la prochaine.